plateforme. Donc, quel timing. N'hésitez pas du coup à couper la caméra et à changer votre nom si vous ne souhaitez pas que ces informations apparaissent dans le replay. Pour commencer, une rapide présentation du coup de Hubest qui vous propose ce webinaire aujourd'hui. Le Hubest, du coup, c'est un dispositif qui a été financé par la Banque des Territoires pour animer l'écosystème de l'inclusion numérique régionale en Grand Est. C'est une structure qui a été créée par quatre associations partenaires, donc Emmaüs Connect, la Ligue de l'enseignement en Grand Est et POP et WeTechCare, qui sont deux structures qui travaillent pour un numérique inclusif. Donc en gros, les hubs sont un peu les têtes de réseau de l'inclusion numérique au niveau régional. Et notre rôle, c'est un peu de jouer le rôle de facilitateur entre les différents acteurs de l'inclusion numérique en Grand Est. Du coup, Jean-Alexis, je vais te laisser présenter WeTechCare, notre partenaire pour le webinaire d'aujourd'hui. Oui, bonjour à tous. WeTechCare, c'est la structure dans laquelle je travaille. C'est une association. Nous avons comme vocation de mettre les opportunités du numérique au service du plus grand nombre. Alors, on agit en fait en faveur de l'inclusion numérique sur trois volets. D'abord, nous développons des solutions numériques. Vous connaissez peut-être la plateforme Les Bons Clics, qui outille les aidants numériques, donc bénévoles, conseillers numériques, médiateurs numériques, etc. Donc, nous, sous le terme aidant numérique, on regroupe beaucoup de réalités, mais là, qui accompagne en fait les publics. Et sur cette plateforme Les Bons Clics, vous retrouvez des ressources pédagogiques, des webinaires, des trames d'animation pour animer des ateliers d'inclusion numérique. Donc aujourd'hui, c'est une plateforme qui regroupe plus de 75 000 professionnels et bénévoles. Elle est gratuite. Elle est co-construite avec vous, en fait, à partir des retours que vous avez aussi des accompagnements que vous faites grâce à ces outils. Voilà pour une des solutions numériques que l'on a et qui concerne la médiation numérique. Ensuite, on a une activité de conseil où là, on accompagne des organisations publiques et privées dans leur stratégie d'inclusion numérique. Donc, c'est à ce titre qu'aujourd'hui, j'interviens pour vous parler du diagnostic d'inclusion numérique et de comment initier sa stratégie d'inclusion numérique. Donc là, on a accompagné plus de 90 organisations depuis la création de WeTechCare sur ces volets-là. Et enfin, on a une activité de sensibilisation où on réalise des webconférences, des webinaires sur des sujets liés à l'inclusion numérique qui peuvent être liés à l'inclusion financière, à l'inclusion liée à la santé, à la e-parentalité. On publie des études de référence et on propose des temps d'échange entre acteurs et entre experts du sujet. Et également, nous avons un média sur la plateforme Les Bons Clics avec des articles que vous pouvez consulter. Alors voilà, je ne me suis pas présenté, mais donc je m'appelle Jean-Alexis Caille et moi je suis consultant chez WeTechCare et donc j'interviens sur plutôt les trois volets que je vous ai présentés avant, que ce soit la plateforme Les Bons Clics ou les webinaires, mais surtout donc auprès des collectivités, notamment pour les accompagner en ce moment sur les feuilles de route de l'inclusion numérique, donc une activité de conseil. Et un petit mot sur moi, du coup, Bruno Perruchot, je suis chargé d'ingénierie territoriale pour Abest, ce qui signifie que voilà, je m'occupe également des accompagnements pour nos partenaires institutionnels, notamment les collectivités territoriales. Et je suis aussi chargé de développer le réseau d'adhérents Abest, puisque voilà, les collectivités ont la possibilité d'adhérer à l'association Abest pour un montant de 2 centimes par habitant résidant sur la collectivité. Et cette adhésion permet de participer aux orientations stratégiques du hub et également de profiter de différents services. Super. Et je crois qu'il y a Aliénor qui est en train de nous rejoindre aussi, mais elle avait le même lien que si elle veut dire un mot à un moment. Je poursuis? On peut continuer du coup pour présenter la série des webinaires dont celui d'aujourd'hui, du coup c'est le premier. Vous voyez à l'écran réaliser un diagnostic de l'offre d'inclusion numérique sur le territoire. Il y aura un deuxième webinaire organisé le jeudi 20 juin à 11 heures, co-construire une feuille de route sur l'inclusion numérique et animer un réseau d'acteurs. Et le troisième webinaire prévu le 4 juillet à 11 heures, mettre en place des outils de suivi et mesurer l'impact de sa stratégie. Donc, ce programme de 3 webinaires fait partie de l'offre que propose Hubest aux partenaires et notamment aux collectivités.
Et du coup, ce cycle de webinaire est proposé à titre gratuit, mais dans l'offre habituelle de Best, ça fait partie de l'offre auquel l'adhésion permet d'accéder. Donc, vous êtes particulièrement chanceux aujourd'hui puisque vous accédez à titre gratuit. Et enfin, les objectifs de ce parcours, pardon, j'étais sur la mauvaise slide, c'est moi. L'objectif du parcours de 3 webinaires que je viens d'évoquer, donc être capable d'identifier les grands jalons méthodologiques et les bonnes pratiques pour construire une stratégie d'inclusion numérique. Donc, en termes de ces grands jalons, c'est la présentation qu'on va vous faire avec Jean-Alexis, mais le partage des bonnes pratiques, du coup, là aussi, on compte sur vous pour ne pas hésiter à la fin du webinaire, sur le dernier quart d'heure qui restera, à partager des choses de votre territoire, puisque l'intérêt, c'est de pouvoir aussi un peu échanger entre professionnels de l'inclusion numérique, s'inspirer des bonnes pratiques. Donc, n'hésitez surtout pas à nous faire part de certains exemples que vous avez, même si c'est par écrit durant le webinaire, ce sera toujours avec grand plaisir et ça enrichit d'autant nos propos avec Jean-Luc. Et aujourd'hui, du coup, comprendre les objectifs d'un diagnostic, identifier les étapes, les outils et les bonnes pratiques pour le réaliser, c'est ce qu'on va vous proposer dès maintenant en commençant à s'attaquer dans le vif du sujet. Super. Je prends la main alors, Bruno, pour la suite. Ouais, je vous en prie. Alors, je vais vous inviter, on va faire un petit moment où on va vous mettre à contribution. Donc, comme le disait Bruno, on va commencer par un petit moment sur les enjeux de l'inclusion numérique. Ça sera assez court. Je pense que vous les connaissez, mais je vous invite à vous connecter sur WooClap. Donc, vous allez pouvoir utiliser soit votre smartphone, soit ouvrir une autre fenêtre de votre ordinateur et vous connecter sur WooClap. Donc, vous avez la possibilité soit de scanner le QR code, soit d'aller sur wooclap.com et de taper le code de l'événement, donc HEWTC Diag. Alors, c'est un nom un peu barbare, mais on est obligé de trouver des codes à chaque fois. Sinon, je vous mets le lien directement dans le chat, ce qui vous permettra eh bien de juste avoir à cliquer sur le lien pour être connecté à l'événement. Et normalement, vous avez une première question qui apparaît. Et je laisse à l'écran les moyens de se connecter. Mais donc voilà, première question, donc vous avez une réponse possible. La première question, c'est: selon vous, quel pourcentage de Français déclarent avoir au moins parfois des difficultés à effectuer des démarches administratives en ligne? Hop, alors je vous partage les réponses en live. Donc je vois que c'est serré entre 33% et 54%. Donc je vais attendre que on soit 17 sur 17 à avoir répondu. En tout cas, c'est plutôt 54% qui pour l'instant est en premier. Alors je rappelle la question: selon vous, quel pourcentage de Français déclarent avoir au moins parfois des difficultés à effectuer des démarches administratives en ligne? Alors c'est serré, mais c'est intéressant puisque le 33%, voilà, en fait, la bonne réponse, c'est 54%. Je vous partage ça. Ça, c'est une donnée qui est issue du baromètre du numérique, édition 2022. Donc c'est bien, voilà, 54% des Français, qui rencontrent au moins parfois une difficulté à réaliser des démarches administratives en ligne. Donc c'était un chiffre de 2022 et c'était en augmentation assez forte par rapport à 2020. Donc là, je vous ai remis le baromètre du numérique qui traite en fait des usages du numérique parmi les Français et Françaises. Donc c'est intéressant parce que tout usage confondu et les démarches en ligne, la réalisation des démarches administratives en ligne, eh bien, fait partie de ces usages-là. Et on voit qu'il y a plus de la moitié des Français qui rencontrent des difficultés par rapport à ça. Donc ça montre bien aussi un enjeu de l'inclusion numérique. Et 33%, je vous disais que c'était intéressant aussi parce que, en 2021, mais donc c'était un peu plus lointain, donc j'avais voulu un petit peu actualiser avec ce baromètre du numérique 2022. Eh bien, c'était 1 adulte sur 3 qui renonçait, complètement en fait à faire une démarche, administrative en ligne. Donc on n'est pas sur, rencontrer une forme de difficulté, mais vraiment ne pas du tout la faire. Donc là, vous avez, l'article, Les bons clics, qui traite de cette, étude, pour les 33%, mais c'est pour l'INSEE. Vous avez le baromètre du numérique sur lequel vous pourrez cliquer
Et puis, à savoir que, l'édition 2023 du baromètre du numérique est sortie, mais j'ai pas trouvé de chiffres, qui pouvaient, appuyer, la réalisation des démarches administratives en ligne. Alors, oups, j'ai spoilé la question d'après, j'espère que vous n'avez pas vu. Alors 90 des démarches administratives sont dématérialisées, donc question suivante, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Alors je ne sais pas si vous répondez vrai parce que vous avez entreaperçu, rapidement la réponse ou est-ce que vous en êtes, convaincu d'une certaine manière? Mais je vois que donc vous, qu'il y a plutôt un consensus. Donc effectivement, c'est vrai. Il y a un objectif initial qui était de pouvoir, avoir 100 des démarches dématérialisées à l'horizon 2022. Ensuite, ça a été, recentré sur, les démarches les plus utilisées. Et donc c'est la DINUM qui est en charge de cette dématérialisation et ce qui est, intéressant, c'est que vous pouvez suivre en direct en fait, enfin en relatif direct, mais en tout cas, tous les 3 mois, vous avez, une actualisation d'un tableau de bord qui permet de voir donc pour chaque, là vous avez sur chaque ligne, vous allez retrouver, une démarche administrative, donc par exemple paiement, des impôts aux particuliers, gérer mes biens immobiliers, déclaration d'occupation. Et vous allez retrouver en colonne un certain nombre d'indicateurs comme est-ce que c'est réalisable en ligne? La satisfaction des usagers par rapport à ce service en ligne. Est-ce qu'il y a une prise en compte du handicap? Voilà, est-ce qu'on a une aide, joignable et efficace? Voilà, vous allez retrouver un certain nombre d'in enfin d'indicateurs relayés en fait à l'expérience utilisateur sur ces démarches en ligne. Est-ce que, voilà, comment on s'authentifie sur cette démarche en ligne, et cetera. Disponibilité du service donc au regard en fait du chiffre que je vous avais montré avant, enfin du pourcentage avant du nombre de Français en difficulté sur les démarches en ligne et en même temps il y a une, dématérialisation aussi enfin une volonté aussi de dématérialisation des démarches, en ligne, donc c'est intéressant de mettre au regard le pourcentage, enfin ces deux éléments. Heu, alors, selon vous, quels sont les publics qui sont les plus touchés par la fracture du numérique? Donc là, c'est une réponse, libre, vous pouvez mettre, une phrase ou juste un mot et puis appuyer sur envoyer. Donc on a, les seniors, personnes âgées, les primo-arrivants. Donc effectivement, donc là, plus un mot est envoyé par vous, plus il apparaît en gros, donc on a bien les seniors qui a été, envoyé plusieurs fois. Hem, mais on voit que vous mettez pas seul voilà, qu'il y a aussi, quelqu'un qui a mis les jeunes, plusieurs personnes qui ont mis les jeunes, les primo-arrivants, hem, le diplôme, donc on voit qu'il y a aussi un c'est lié au diplôme et effectivement, vous avez raison, tout ça, c'est des bonnes réponses. Souvent, on pense effectivement, aux seniors, mais c'est un fait, que l'exclusion numérique est un fait, générationnel. Mais comme vous le mettez aussi en filigrane sur les un peu derrière, c'est, aussi un fait, social. Hem, donc je vous partage, heu voilà, le résultat, c'est qu'effectivement, en particulier, dans le Grand Est, c'est une personne sur 6 qui est en difficulté face au numérique et c'est, multifactoriel. En fait, on peut, donc effectivement, l'âge est un facteur, est un déterminant de la situation d'illectronisme, dans la région en tout cas. 41 des personnes âgées de 60 ans ou plus sont en situation, d'illectronisme. Le niveau de diplôme, vous l'avez cité et vous continuez, je vois aussi à le citer sur Booklab. Le fait d'avoir, un niveau de qualification, enfin des différents niveaux de qualification ou des premiers niveaux de qualification va aussi, mettre un curseur sur, la facilité à utiliser les outils, et à utiliser le numérique. L'isolement aussi, hem, 31 des personnes vivant seules sont en situation d'illectronisme. Elles disposent moins souvent d'internet, elles ont peut-être moins d'échanges et d'interactions, avec les personnes, dans leur foyer concernant, l'utilisation du numérique et enfin la ruralité, être éloigné des pôles économiques et universitaires importants, être éloigné, des bibliothèques, des médiathèques
c'est d'une certaine manière, ça isole aussi et c'est un facteur, qui, augmente l'électronisme. Donc c'est, voilà, environ 800 000 habitants du Grand Est, âgés de 15 ans ou plus qui n'ont pas utilisé internet, dans l'année. Donc c'était une étude de l'INSEE que je vous ai, remise ici, INSEE Analyse Grand Est 2022, donc que vous pourrez consulter dans le support que nous, vous enverrons. Et donc, il y a, par rapport à la ruralité, notamment, on voulait vous poser une question, mais on va le faire, plutôt en direct parce qu'avec les soucis de connexion, j'avance un peu plus, rapidement, mais il y a de nombreux freins qui font que, les personnes que vous avez citées, peuvent avoir des limites dans leur utilisation du numérique et services en ligne. D'abord le fait d'habiter, en zone blanche, donc tout simplement avoir une absence ou une difficulté de connexion, c'est un frein face, à l'utilisation du numérique. L'absence d'équipement adapté, donc aussi si on a des difficultés à s'équiper, que ce soit par, du fait de sa situation, financière ou manque, voilà d'équipement tout simplement adapté pour réaliser certains usages. C'est un frein. Vous avez aussi des personnes qui ont besoin de réassurance, qui, ont ont peur de se tromper en fait, et donc qui ont, ça peut être un frein aussi à être autonome dans, la réalisation de ces démarches administratives. Le manque d'intérêt et de motivation, c'est aussi, parfois pas du tout la priorité, de personnes, enfin, de personnes qui, voilà, qui n'ont pas envie, de s'intéresser au numérique et qui ont envie de mener une vie, hors connexion, ce qui est possible aussi. Ça peut être aussi un manque de connaissance aussi de ce qui est réalisable et des avantages que ça peut, m'apporter aussi à réaliser mes démarches en ligne, rapidité, le fait de pas se déplacer, d'avoir accès aussi, si on sort un peu des démarches administratives, d'avoir accès à des bons plans liés, au numérique. Le manque de maîtrise de la langue et française à l'écrit, donc c'est l'illettrisme, c'est un prérequis finalement, aussi à utiliser le numérique. Si on a une barrière de la langue et bah, ça va être compliqué aussi parce que c'est écrit. Et enfin tout simplement le fait de manquer de compétences numériques de base, dans l'utilisation des équipements, faire des recherches sur internet, communiquer avec des outils de communication, type mail ou WhatsApp, et bien ce sont des freins qui limitent l'utilisation du numérique et des services, en ligne. Du coup, l'enjeu face à ça, c'est d'apporter une réponse adaptée aux besoins des différents publics. Donc on a une complexité, on a des seniors, mais on a des jeunes aussi, des personnes, ça dépend du niveau de diplôme, on l'a vu. Les freins, on peut en avoir un ou plusieurs qui on peut être porteur d'un ou plusieurs freins finalement, qui fait que, enfin porteur c'est mal dit, mais je veux dire on peut, avoir, plusieurs, difficultés qui nous freinent dans nos usages du numérique et du coup en fonction de notre niveau, donc en fonction à partir d'un diagnostic, donc là on parle bien de diagnostic des compétences de base du numérique et non pas diagnostic du sujet dont on va très vite, parler, tout à l'heure. À partir de ce diagnostic-là, eh bien on va être en différentes situations. Soit on va avoir besoin d'assistance, si on est durablement exclu, du numérique, soit on va juste avoir besoin de formation aussi, juste entre guillemets, hein, justement, un 1er niveau et d'utilisation du numérique, mais on a besoin de renforcer, on a la volonté aussi de se former, pour, passer du niveau débutant à aller vers l'autonomie du numérique. Et puis pour certains publics, ça va juste être, le besoin d'un coup de pouce, de réassurance, comme je vous le disais, pour, de manière ponctuelle, pour, se redonner confiance ou pour se remotiver, à, être autonome sur ses usages du numérique. Et donc, finalement, ça va être, le rôle des structures, en fonction du de du niveau où la personne, et le besoin de la personne qui arrive dans la structure. Bah, les structures vont avoir, plusieurs, rôles ou un seul rôle, tout ou partie des rôles qui sont présentés ici. Donc soit accueillir, proposer en fait des lieux d'accès, d'équipement, de connexion, sans forcément accompagner la personne dessus, mais juste que la personne puisse, disposer des outils et d'une connexion qui fonctionne. Ça peut être sensibiliser à informer. Donc ça peut être par exemple, un agent d'accueil qui va être, dans la capacité d'accueillir la personne et puis de l'informer des démarches en ligne et puis éventuellement lever, des freins, courants.
La structure va peut-être être en capacité de diagnostiquer. Donc là, on va pouvoir commencer à évaluer les besoins précis des publics éloignés du numérique, être en capacité d'accompagner. Donc là, en proposant différentes formes d'appui en fonction des besoins et des démarches. Est-ce que ça va être de l'assistance, de la formation? Peut-être que la structure va proposer de l'orientation. Voilà, mettons que je suis un opérateur de service public, je vais pouvoir éventuellement accompagner la personne sur les démarches qui sont liées à mon service. Mais si je me rends compte que la personne a besoin d'une formation sur ses usages du numérique en général ou sur une démarche qui n'est pas, liée à mon service, bah là, je vais peut-être, l'orienter. Donc là, l'idée, c'est de se coordonner entre aidants pour offrir aux usagers des réponses, qui sont portées par d'autres. Et enfin, on peut être aussi une structure qui équipe, en faisant du prêt, du don ou de la vente à prix, solidaire. Par exemple, sur le territoire, Grand Est, Emmaüs Connect, fait aussi du matériel reconditionné, du matériel, du coup à prix réduit. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est, qu'en fait, là, les différentes formes, en fait, d'accompagnement que je vous ai montré, une structure peut être en capacité de tout faire ou, d'être, juste dans, l'accueil ou bien juste dans l'équipement ou juste dans l'orientation. Ça dépend, en fait, de comment, l'offre d'inclusion numérique est, structurée, chez l'association ou, la structure qui, accompagne les publics. Donc, ça, c'était important de vous présenter, cette base-là, parce que ça va, être utile dans le diagnostic justement d'inclusion numérique sur le territoire, de pouvoir regarder qui fait quoi, sur le territoire et spécifier en fait les offres d'inclusion numérique au regard de ces différentes, offres de services-là. Hem Et enfin, juste pour, terminer, désolé cette partie, descendante, mais, les parties prenantes de l'inclusion numérique, peuvent agir à différents, et niveaux territoriaux et là, Bruno, peut-être que je vais te laisser, présenter. Merci Jean-Alexis. Effectivement, bah, de toute façon, le schéma est relativement clair, mais ça permet aussi de se rendre compte des différentes typologies d'acteurs. Si vous voyez par exemple sur la colonne de l'État, il y a bien sûr les préfectures du coup, qui jouent leur rôle dans la territorialisation pardon, des politiques publiques nationales, avec des réseaux comme les France Services, France Tiers-Lieux ou les régions académiques. Les collectivités, en fonction de leurs compétences, bien sûr, à différents niveaux, jouent bien sûr un rôle aussi un rôle dans les politiques locales d'action numérique. On a les opérateurs de services publics avec ex-Pôle emploi, France Travail qui joue bien sûr un rôle aussi. Le groupe La Poste, puisque beaucoup de je cherche le mot, d'agences La Poste, emploi des conseillers numériques, donc un rôle aussi important à l'échelle des territoires au niveau local. Des acteurs associatifs bah, tels que EBS pour le niveau régional, mais à des niveaux un peu plus locaux, tels que des réseaux départementaux, voilà, comme on parlait d'Emmaüs Connect alors qu'un de nos partenaires aussi. Famille Rurale, une association nationale qui a des antennes locales, dont certaines emploient aussi des conseillers numériques. Et enfin des acteurs privés qui permettent par exemple pour là je vois la Fondation Orange donc en termes de financement, les acteurs privés peuvent aussi permettre d'adapter par exemple des tarifs sociaux pour l'accès à la fibre. Donc ça c'est par exemple des choses que peuvent faire les opérateurs télécoms. Je vois aussi des bailleurs sociaux qui peuvent permettre de mettre en place des politiques tarifaires intéressantes pour des logements sociaux. Donc je pense que ce qu'il faut aussi retenir de ce schéma, c'est que finalement, l'inclusion numérique en tant que politique très transversale en fait, peut impliquer la plupart des acteurs, que ce soit locaux, nationaux, en fonction en fait, du rôle que chacun, auquel on dévoue à chacun au niveau local. Et du coup, on va passer maintenant à la prochaine étape de notre programme, méthode et bonnes pratiques pour réaliser un diagnostic de l'offre de l'inclusion numérique sur son territoire. Et je te rends la parole, Alexis. Ouais, merci beaucoup. Déjà, est-ce que, certains d'entre vous ont des questions sur, ce qui a été présenté jusqu'à présent ou des remarques? Non, c'était tout clair. Maintenant, on va pouvoir effectivement, rentrer dans le vif du sujet. Même si la première partie a été essentielle en fait, pour justement, s'accorder sur ce dont on parle et quand on fait un diagnostic de l'offre d'inclusion numérique et qu'on vient ensuite le présenter aux acteurs locaux,
C'est important aussi de partir sur une base commune de compréhension des enjeux de l'inclusion numérique et donc à travers des études, qui peuvent être, nationales et puis aussi, réalisées, enfin transposées localement pour, comprendre quels sont les publics, quels sont les types de structures et d'offres qui existent en termes d'inclusion numérique. Mais donc je vous propose de retourner sur WooClap et de nous dire, selon vous, quels sont les objectifs d'un diagnostic de l'offre, d'inclusion numérique? Donc là, vous pouvez mettre, une phrase ou juste un mot. Donc toujours sur l'outil, WooClap sur lequel vous étiez. Je vous remets le QR code et éventuellement, commencer à avoir, alors, donc adaptabilité en fonction des besoins, dirigé vers le bon organisme. Donc effectivement, il y a une notion de besoin, comprendre les besoins. Alors, les besoins de qui? Est-ce que c'est les besoins des structures ou les besoins des publics? Je pense que vous aviez peut-être pensé aux besoins des publics. Cibler l'action. Donc effectivement, il peut y avoir plusieurs types d'actions et là, l'idée, c'est peut-être de répondre justement aux besoins en faisant une bonne l'action qui correspond. Donc là, déterminer les besoins des publics, donc là, ça a été bien précisé. Permettre d'orienter les publics vers les structures, d'accompagnement ou de formation. D'accord? Donc là, on a bien, plusieurs notions, donc l'orientation et puis il y a différents types de structures, celles qui accompagnent, celles qui forment. C'est effectivement c'est différents types, typologies d'offres. J'essaie de tout lire, mais, alors mettre en place dans les structures, les supports. Je pense que ça a été un peu tronqué. Tac, définir les besoins du public et adapter les offres. OK, c'est intéressant. Effectuer un état des lieux de l'offre existante. OK, donc on a les besoins des publics, l'état des lieux de l'offre. On a quelqu'un qui a répondu, bah, mettre en regard, l'état des lieux avec les besoins. Définir les besoins, déterminer le type de public. Ouais, travailler sur le maillage du département, donc ça va peut-être aussi, être un enseignement de l'état des lieux. Donc là, on a une notion effectivement, de maillage, enfin de cartographie un petit peu, où se trouvent les lieux. Tac, tac, je vais essayer de tout balayer parce que c'est très intéressant. On a plusieurs, plein de notions. Mettre en place des actions suivant les problématiques des publics, donc OK, donc c'est vrai là, vous avez vraiment répondu, effectivement qu'il y a un enjeu avec ce diagnostic de l'offre d'inclusion numérique, d'avoir quelque chose de cohérent face aux besoins, des publics, de pas, comment dire, calquer une méthodologie, des offres d'inclusion numérique qu'on aurait vues sur un autre territoire et qui est vraiment comprendre, avoir un portrait de ce qui se fait sur notre territoire localement pour être pertinent face aux besoins. OK, je pense que c'est tout. Oui, donc c'est intéressant, ça fait effectivement partie des différents enjeux de l'inclusion numérique. Vous l'avez cité, notamment donc l'idée c'est de faire un état des lieux des offres, donc cartographier par exemple et qualifier les offres d'inclusion numérique pour être précis sur ce qui se fait. Hem, donc ça, c'est un premier point, c'est important. On peut pour ça notamment aussi s'appuyer des cartographies nationales, mais d'abord toutes les structures ne sont pas recensées dans les cartographies nationales et puis, le diagnostic est important pour compléter et obtenir une connaissance fine du territoire. Donc vous l'avez dit, d'abord, faire un état des lieux des structures sur le territoire. Ensuite, identifier les enjeux majeurs sur le territoire et les besoins des acteurs locaux et des publics. Ça, vous l'avez dit, déterminer les besoins des publics, vous l'avez cité plusieurs fois, déterminer, les offres, enfin les besoins aussi des acteurs locaux peut-être et puis mettre en regard, ça et vous l'avez dit du coup pour ensuite, définir, enfin pour mettre en place, quelque chose de enfin définir les enjeux et mettre en place, quelque chose qui soit cohérent face, à l'offre, disponible. Il y a vraiment cette notion-là qui est importante et puis ça, vous l'avez pas, forcément cité, mais le diagnostic peut être intéressant justement pour fédérer les acteurs du territoire autour d'un constat commun. Heu, faire un diagnostic, ça permet d'objectiver les choses et puis avant de se lancer justement dans une feuille de route, puisque c'est un peu l'objectif de ces 3 webinaires, c'est, initier une stratégie d'inclusion numérique. Bah, le diagnostic, c'est la première marche.
c'est le premier socle et partager, en fait, réaliser ce travail et ensuite le partager, auprès des acteurs qui ont contribué ou même les acteurs, les acteurs, politiques, voilà, et bien, ça permet de partir de, sur, sur une idée, partagée des enjeux et des besoins du territoire. Hem, alors ça, Bruno, je voudrais pas te piquer tes slides. Je sais plus si celle-là je la présentais ou, tu voulais la présenter? Non, je t'en prie, dans mes notes, j'avais laissé. Alors, quelles sont les grandes étapes de réalisation d'un diagnostic? Donc là, c'est pour rentrer vraiment dans le concret. D'abord, comme le disait Bruno, avec la frise en fait des acteurs, à différents, niveaux régionaux, départementaux, locaux, différentes typologies d'acteurs, que ce soit l'État, les associations, les opérateurs de services. En fait, d'abord, il va falloir élaborer une base de contact des structures qui sont susceptibles de mener des actions d'inclusion numérique. Donc, soit on part, de son carnet d'adresses ou du carnet d'adresses, disponible parmi les personnes qui travaillent sur le diagnostic. On peut aussi aller, chercher des adresses, mail, en ligne, les maisons France Service, les associations disposent d'adresses. Donc là, vous allez pouvoir constituer votre base de contact, la qualifier la plus possible avec des adresses qui, fonctionnent, qui existent, qui sont consultées. Ça, c'est la première base. Ensuite, vous allez, construire et diffuser un questionnaire d'enquête auprès de ces structures-là. Donc, dans le questionnaire que vous allez construire, je vous parlerai de certaines de ces, des catégories que vous pouvez, des questions que vous pouvez poser dans le questionnaire. Mais, ça a fait écho aux typologies de services, notamment que je vous ai présentées au début. Ensuite, une fois que vous avez, récupéré, les réponses, vous allez pouvoir créer une cartographie, donc vous l'avez cité dans le bootcamp, pour pouvoir, questionner le maillage, observer le maillage, territorial des offres d'inclusion. Donc, réaliser cette cartographie, ça va pouvoir aussi, donner un œil un peu concret aussi au questionnaire. Là, vous allez ensuite pouvoir traiter les réponses parce que vous avez peut-être posé dans le questionnaire des questions quantitatives, qualitatives. Donc ça va être intéressant d'en déduire, des chiffres, des statistiques, puis des enjeux, soulevés par les répondants de l'enquête et justement les enjeux, les besoins, des structures, les besoins qu'elles identifient et peut-être des publics qu'elles accompagnent. Donc là, un travail d'analyse de ce questionnaire. Et puis justement ensuite, analyser les besoins sur le territoire et identifier les premières priorités. Donc ça sera vraiment de bout en bout, on va dire la démarche de diagnostic. Vous pouvez compléter, le diagnostic avec des entretiens qualitatifs avec les acteurs de l'inclusion numérique, qui font partie de la base de contact, du numéro 1 là à gauche. Ces entretiens qualitatifs vont pouvoir, ajouter, voilà, plus de liants et de compréhension, de finesse, on va dire, des enjeux, locaux. Et puis, vous l'avez cité aussi, comprendre les besoins des publics, faire une enquête auprès des habitants peut permettre aussi d'affiner ce diagnostic-là. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ce qui a été, présenté jusqu'ici? OK, je poursuis. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat je crois qu'il y a une possibilité de lever la main, mais voilà, comme on n'est pas nombreux, vous pouvez aussi, ouvrir votre micro et m'interrompre, si vous le souhaitez. Alors, les acteurs à cibler dans l'enquête, pour compléter, ce qui avait été présenté par, Bruno précédemment, mais pour rentrer dans le détail aussi, vous avez de manière un peu plus générique aussi, vous avez les services communaux, départementaux, régionaux, les mairies, les CCAS, les services sociaux du département. Les médiathèques, bibliothèques sont aussi intéressantes à inclure dans cette enquête. Ça peut être on peut aussi contacter les organismes de formation, les opérateurs de services comme, l'avait évoqué, Bruno, les structures qui vont accompagner les seniors, les structures qui accompagnent les jeunes, les réseaux d'émissions locales, les piges, sont intéressants à consulter. Les associations, que ce soit celles qui proposent de la médiation numérique directement comme Emmaüs Connect ou les PIMS Médiation, mais aussi, celles qui font des accompagnements sociaux plus globaux. Les grands réseaux associatifs, les associations locales sont à consulter dans cette enquête. Les dispositifs publics spécialisés comme les France Services, le réseau des tiers-lieux,
les opérateurs de services publics. Et en fait, vous avez donc tout un panel, on va dire, d'acteurs à inclure dans votre diagnostic pour être le plus exhaustif et complet possible. Des structures qui accompagnent des publics, ou bien qui les équipent, ou bien qui sont susceptibles d'être en lien avec des publics qui nécessiteraient de la médiation numérique. Donc là, je vous ai mis un tableau de la part de la société numérique, donc qui vous cite les différents acteurs à mobiliser dans le cadre d'un diagnostic. Vous pourrez le visualiser en détail, mais j'avance un petit peu pour se garder du temps sur les questions. Et donc là, pour rentrer dans le concret du questionnaire, et de sa diffusion, je vous évoquais, voilà, les différentes thématiques que vous pouvez, aborder dans le questionnaire. Donc, évidemment l'identité de la structure, que ça soit, son nom, mais, là où elle est, enfin l'adresse, pour pouvoir en faire une cartographie. Après, je vous présenterai des outils de cartographie par rapport à ça, mais, donc savoir, voilà, quel type de structure. Est-ce que c'est une maison de service, une association locale ou autre? Donc voilà, une idée de l'identité de la structure, les publics qu'elle peut accompagner. Est-ce qu'elle accompagne des publics spécifiques? Est-ce qu'elle accompagne du tout public? Vous avez, également les modalités, et les offres d'accompagnement. Donc, par rapport, vous savez, au graphique que je vous ai montré avec, est-ce que je fais de la sensibilisation, de la formation, de l'équipement ou juste de l'assistance? Bah, voilà, que propose en fait, la structure? Quelles sont ses modalités d'accompagnement? Est-ce que c'est gratuit? Est-ce que c'est des ateliers en ponctuel? Est-ce que ce sont des ateliers collectifs, individuels? Est-ce que je fais de l'assistance, de la formation? Donc, ça, c'est intéressant d'aller demander ça. Alors c'est super, il y a une disqueuse qui vient d'ouvrir, vient de se démarrer juste à côté, j'espère que vous entendez. Ça gêne pas trop le son. Hem Vous pouvez demander, les équipes d'accompagnement qui accompagnent dans cette structure. Est-ce que ce sont, des conseillers numériques, des bénévoles, voilà, est-ce que ce sont des agents, dont c'est pas la fonction première, mais qui vont être en capacité d'orienter ou d'assister sur la démarche? Est-ce que la structure a des partenariats? Ça peut être intéressant aussi dans l'enquête de diffuser cette idée de partenariat. Est-ce que vous avez une bonne connaissance, des acteurs locaux qui font de l'accompagnement numérique, qui font de la formation? Est-ce que vous réalisez des interventions hors les murs avec eux? Est-ce que vous échangez des bonnes pratiques, des outils d'accompagnement des publics? Est-ce que, si vous êtes un acteur plutôt, médiateur, social, curseur, plus plus et que, en fait, dès que ça touche au numérique, bah, vous savez vers qui orienter ou inversement? Et puis vous pouvez poser des questions autour des priorités d'action, sur le territoire, pour, questionner les acteurs locaux sur, selon eux, les enjeux de l'inclusion numérique spécifiques au territoire. Voilà différentes thématiques du questionnaire. Ça, vous pouvez utiliser, différents outils, gratuits tels que Framaforms, Typeform, SurveyMonkey, Google Forms pour, envoyer le questionnaire et ensuite analyser les réponses. Il en existe, voilà, de nombreux autres. Vous pouvez, réaliser ce questionnaire donc l'envoyer par mail. Vous pouvez aussi le compléter avec des entretiens, par téléphone. Vous pouvez aussi, aller, vous déplacer dans les structures pour faire voilà, si les ressources, vous permettent d'aller, dans les structures pour, davantage, bah, enfin leur poser les questions et mener un entretien avec eux, en direct. Et puis nous, ce qu'on recommande en termes de temporalité, c'est d'avoir quelque chose d'assez, condensé qui, donne envie avec des relances et avec une date limite pour donner envie de répondre. Donc, faire des relances, enfin l'envoyer, faire une relance à 3 semaines, à 1 semaine, à 24 heures, voilà, de montrer aussi l'importance, de répondre à cette enquête. Et puis si vous travaillez en consortium pour faire ce diagnostic, que ça soit les responsables, on va dire des contacts qui puissent, relancer en fait, que ça soit identifié, que le questionnaire, voilà, vienne de quelqu'un qui est identifié en fait. Si on reçoit un mail, un peu générique, on peut pas, par prudence aussi, on peut ne pas ouvrir les liens, donc ça peut être bien d'identifier, tout ça. Quelques typologies d'accompagnement, à cartographier. Hem, donc vous avez, en fait, ça reprend un petit peu les formes que je vous avais présentées précédemment, mais
Est-ce que, la structure, offre seulement un accès, de l'équipement, de la connexion? Est-ce que, elle accompagne les publics, sur les démarches en ligne, elle fait avec ou bien, elle assiste la personne? Voilà, on peut penser aux maisons France Service notamment. Est-ce qu'elle forme? Donc est-ce qu'elle propose des cycles de formation longs sur, plusieurs heures, plusieurs semaines, heu, avec des compétences numériques clés? Quelles thématiques aussi? Sur quelles thématiques elle accompagne? Est-ce que c'est la sécurité en ligne, les démarches en ligne, l'insertion professionnelle, l'e-santé, la parentalité et le numérique, l'inclusion financière, et cetera? Est-ce que, elle oriente les usagers, et est-ce qu'elle a une bonne vision donc aussi de vers qui orienter sur son territoire? Est-ce qu'elle fait de l'équipement? Voilà les différentes typologies d'accompagnement que vous pouvez, cartographier. Est-ce que vous en voyez d'autres? Est-ce que c'est clair, pour vous? OK, bah, dans ce cas, je poursuis. Vous l'avez cité, justement dans le WooClap, juste avant, les éléments d'analyse dans le cadre d'un diagnostic. Quelqu'un l'a mis, le maillage des offres. Oui, donc quand on fait la cartographie, bah, on peut tout de suite voir en fait, est-ce que toutes les structures sont localisées dans le centre, de la ville, principale? Ou, bien, au contraire, est-ce qu'il y a un maillage, qui fait que l'offre est à proximité des habitants? Peut-être que vous aurez, analysé que, sur votre territoire, bah, il y a des habitants qui, ont des difficultés à se déplacer. On peut être aussi dans des territoires, alors c'est peut-être pas forcément le cas, partout, mais des territoires, montagneux où, bien que, toutes les offres soient dans une ville, il y a 1 heure et demie de transport, ou de pour y aller. Donc, est-ce que les offres couvrent l'ensemble du territoire? Est-ce que les offres proposées permettent de répondre aux besoins des différents publics? Voilà, si vous avez des publics qui, sont en particulier, des publics qui travaillent et que les offres sont, ouvertes, voilà, que les horaires d'ouverture ne correspondent pas, aux possibilités des publics, bah, peut-être qu'il y aura aussi, des recommandations à faire en ce sens. La visibilité des offres aussi, est-ce que les services proposés sont connus, y compris des professionnels et du grand public? Hem Est-ce que, les acteurs, se coordonnent, et se partagent des outils et des ressources? Est-ce qu'il y a un moyen, de mieux articuler les offres, entre elles et faciliter le parcours du public? Hem, Est-ce que, les offres sont attractives? Est-ce qu'il y a des dispositifs pour sensibiliser et mobiliser le public à se rendre dans les accompagnements? Est-ce que les offres d'accompagnement attirent bien, le bon public, visé? Donc ça, c'est des différents, éléments que vous pouvez, ensuite analyser suite à la diffusion, de l'enquête et aux différentes réponses. Pour se donner un ordre, d'idée, par exemple, nous, on avait accompagné la, communauté d'agglomération de Châlons-en-Champagne dans le diagnostic donc de la communauté d'agglomération qui comporte, un peu plus d'une, quarantaine de communes, il me semble et on a eu, 50, une cinquantaine de structures qui ont répondu à l'enquête. Donc, c'est pour vous donner aussi un ordre d'idée de combien de structures vous allez, pouvoir, combien de structures en général répondent, mais donc ça dépend de si vous faites, hem, l'enquête, dans une communauté de communes, plus ou moins, grande, du nombre de structures que vous pensez pouvoir, avoir, mais voilà pour un élément, repère. Est-ce que parmi vous, il y en a qui ont déjà contribué à un diagnostic ou réalisé un diagnostic, par eux-mêmes, par vous-même? Non, illettrisme de tout âge. Vous avez fait un diagnostic vraiment illettrisme, c'est ça? Et est-ce que en termes de ouais, donc tout le monde est plutôt, alors vous avez participé, Maud, vous nous dites? D'accord, donc vous avez répondu à une enquête. Non, en fait, ma structure, porte la coordination des conseillers numériques de Haute-Marne et donc du coup, avec ma structure, on avait fait un recensement, on va dire, des différentes structures et de ce qu'elles proposaient. D'accord, Donc et c'est donc plutôt nous qui avons fait le diagnostic.
Ouais. Et alors, est-ce que vous avez posé des questions, comme est-ce que ça vous évoque des choses que vous avez, demandées là, par tout ce que j'ai présenté jusqu'à présent? Oui, bah, oui, beaucoup de choses, oui. Après, je sais que c'était plus mon responsable et mon collègue qui allaient prendre contact parce que c'était le tout début des conseillers numériques, donc il y avait encore pas mal de monde qui savait pas vraiment ce que c'était et ce qu'on propose, enfin, ce que les conseillers numériques faisaient. Donc c'était plutôt en contact direct avec les différentes structures. D'accord. Est-ce que ça a permis, de tirer des éléments, d'analyse ou de structuration ou ensuite de répartition Bah, de peut-être des maillage aussi, c'est pour ça que je l'avais mis le maillage des offres parce que du coup, voilà, ça contribuait au maillage, non seulement des conseillers numériques des différentes structures, mais aussi des autres acteurs de l'inclusion et l'idée, c'est, bah, de pas se marcher dessus en fait mmh, et en plus, nous à la Fédé, je suis à la Fédération Famille Rurale et on est mobile en fait. On se déplace aussi à domicile et on va, bah, là où il y a pas de conseiller. Donc du coup, mmh. voilà, ça Oui, c'est intéressant, ça permet de compléter le maillage. Alors les conseillers, eux, ils sont «fixes» entre guillemets dans les structures et ensuite famille rurale, vous allez, voilà, en faire des actions hors les murs, c'est ça? il y a pas mal, il y a là pas mal de conseillers effectivement qui sont fixes, surtout dans les structures publiques. Enfin, fixe, oui et non. Par exemple, le conseiller numérique de l'agglomération de Chaumont, pardon, fait à Chaumont, mais aussi dans les maisons France Service, de l'agglomération de Chaumont. Donc, Mmh, ça va pas vous parler, mais par exemple, nos gens, enfin, ils se déplacent et il y en a plusieurs qui font comme ça. Il y en a certains qui restent fixes dans leur structure, mais non, en Haute-Marne, on a quand même, hem, finalement, il y en a la majorité qui se déplacent, en fait. Et nous, on va d'accord. dans les communes qui sont vraiment éloignées des accès Mmh, aux autres services. OK, super, bah, merci pour ce retour d'expérience. On a aussi, Alexis Z, vous dites que, vous avez un diagnostic en cours. Voilà, quel est l'objectif de ce diagnostic? Combien de enfin, où en êtes-vous? Si vous voulez nous partager, un retour. Vous êtes, micro coupé, mais vous avez peut-être pas envie de parler, donc je peux comprendre. Mais c'est vrai que ça aurait été intéressant si vous nous dites que vous avez un diagnostic en cours, de savoir, voilà, combien de communes sont ciblées, hem, quel est l'enjeu du diagnostic, quelle temporalité, si, voilà, vous pouvez répondre dans le chat si vous préférez, de OK, bah, écoutez, je vais poursuivre. D'accord, donc diagnostic général pour tout un département. Voilà. Alors construire une cartographie de l'offre d'inclusion numérique, donc l'enquête vous a permis donc de récolter, l'adresse, des lieux d'inclusion numérique et ce qui peut être intéressant, c'est d'en faire, une cartographie, interactive. Alors vous avez, voilà plusieurs, natures de cartographie. Vous avez des cartographies plutôt, fonction observatrice, donc analyser les territoires ou les publics, moins ouverts et ou aussi les cartographies qui vont, après avoir, comme intérêt de pouvoir, servir comme un annuaire, d'inclusion numérique pour pouvoir orienter les publics et puis, se partager cette, cartographie entre structures, pour avoir les informations que vous aurez collectées. Là, vous pouvez aussi demander dans le questionnaire, évidemment, le consentement, de la structure à, partager ces informations. En général, les structures acceptent, elles n'ont pas, d'intérêt à ne pas, voilà, apparaître dans les cartographies. Ça peut arriver que les personnes répondent non. Peut-être qu'on va avoir, des répondants d'enquête qui sont des indépendants et qui voilà, en fait, ont pas forcément envie d'avoir, hem, leurs données. Mais, finalement, vous pouvez, réaliser une cartographie, ouverte, facilement actualisable, claire. Donc ça, c'est vraiment les critères, pour vous lancer dans cette cartographie. Vous pouvez utiliser, Google My Maps, OpenStreetMaps ou,
Également la cartographie des bons clics, alors c'est un peu différent. Mais Google My Maps, en fait, vous pouvez créer votre carte personnalisée et la partager ensuite à d'autres acteurs. Je ne sais pas si j'ai un exemple, ici, mais alors je j'ai pas d'exemple, mais en fait, à partir d'un fichier Excel avec les adresses, vous pourrez ensuite avoir, votre cartographie des acteurs, que vous aurez recensés dans la lors de l'enquête. Qu'est-ce que vous pouvez faire apparaître justement dans cette cartographie? Eh bien, les différentes catégories de, l'enquête, donc que ce soit les typologies, des structures, évidemment leur adresse. Comme le disait aussi, madame, eh bien, il y a une cartographie, bon, bah, c'est fixe, mais il y a des acteurs aussi qui sont itinérants, donc ça peut être intéressant de les faire apparaître, ces lieux d'inclusion numérique itinérants. Ça vient compléter aussi, la compréhension du territoire et le maillage. Donc à partir d'une certaine couleur ou avec un autre logo, se distinguant, vous pouvez, rajouter les lieux, itinérants, notamment les bus. Vous avez, la typologie des accompagnements. Donc, comme ça, d'un clic, en fait, je vois, bah, voilà, famille rurale, formation collective, l'adresse, numéro de téléphone, ouvert de telle heure à telle heure, donc les horaires et conditions d'accès de l'offre, heu, les coordonnées de la structure ou d'un référent et puis, quel type d'accueil, de public, sont accueillis dans dans la structure. Voilà, du tout public ou non, en fait, on est une mission locale, donc que des jeunes. Au contraire, on est, une association, senior, donc voilà. Et dans cette enquête et dans les données, je vous ai mis un référentiel qui a été créé par la MENNUM, qui est à votre disposition pour, respecter les standards et harmoniser les cartographies. Donc je vous explique ce référentiel. Hem, un des «travers» entre guillemets des cartographies, c'est leur, multiplicité. Et donc afin d'uniformiser et de coordonner, les différentes cartographies existantes, il peut être intéressant de standardiser les questions et les critères que vous faites apparaître dans les cartographies. Donc je vous donne un exemple. Hem, par exemple, si vous allez poser des questions autour de, des services ou des publics accueillis, voilà. Bah, ici, vous allez retrouver les valeurs possibles, donc les seniors, familles, adultes, jeunes, public langue étrangère. En fait, je vous parle de cette co de ça parce que, bah, pour, seniors, on se pose souvent la question à partir de quel âge c'est? Jeune, entre quel âge? Et donc d'avoir, des listes qui sont préexistantes comme ça et partagées par tous, ça permet ensuite bah, d'avoir un tuilage, et une harmonisation. Autre exemple, par exemple, les services. Donc, les valeurs possibles, vous allez, devenir autonome dans les démarches administratives, réaliser des démarches administratives avec un accompagnement, accéder à une connexion internet. Donc voilà, si vous êtes en cours de construction de votre questionnaire et que vous vous posez des questions sur, bah, les types de questions que je vais poser aux structures et des services qu'elles proposent, bah, sachez qu'en fait sur ce lien proposé donc par la MENNUM, vous avez un certain nombre de critères, préexistants, qui peuvent, vous faciliter la tâche, pour le questionnaire. Est-ce que j'ai un autre exemple? Mais ça peut être des choses toutes bêtes, mais c'est important de demander le code postal, l'adresse. Parfois, vous avez des noms de rues qui sont pareils, donc ça peut être intéressant d'être bien ben, spécifique là-dessus. Alors, la latitude, la longitude, bon, peut-être pas à demander dans l'enquête, mais voilà, les publics accueillis, conditions d'accès, heu, quel type de structure aussi, les typologies, voilà. Donc là, exemple, tiers-lieu ou mairie, et cetera. Et enfin, vous pouvez compléter effectivement votre diagnostic. Bah, Bruno, je peux peut-être te laisser présenter ces cartographies si ça te Bien sûr, merci Alexis, Jean-Alexis. De toute façon, je vois que l'heure avance, donc les objectifs et de cartographie, on en a déjà un petit peu parlé. Mais voilà, il y a 4 exemples de cartographie nationale qui ont des données quand même assez fines, donc qui peuvent être très intéressantes à utiliser pour des cartographies plus locales. Donc, dans les objectifs qu'on a un peu cités précédemment, pour des accompagnements numériques, d'avoir accès à des infos pour permettre d'orienter efficacement les personnes accompagnées. Vous avez également
la possibilité de servir de ces cartes nationales pour extraire de la donnée locale très fine, hein. Là, je vois la carte de fragilité numérique de la MEDNUM. Il y a moyen d'aller au niveau très très local, par exemple, pour identifier des territoires en situation de fragilité potentielle. Donc potentiellement très intéressant pour la plupart des diagnostics que vous pouvez faire dans ce domaine-là. Et enfin, il y avait un objectif qu'a cité Jean-Alexis, auquel on ne pense pas toujours, mais voilà, à partir de données objectivées qui sont partagées par l'ensemble des partenaires, c'est aussi une base solide pour construire je dirais, pour co-construire des visions pour un territoire, pour servir de base pour des feuilles de route locales. Donc, toujours intéressant de se baser sur ces données, de les partager et de partir voilà, d'un constat commun en fait, sur un territoire. Alors, il est midi, donc je vais vous proposer peut-être de passer tout de suite à un temps d'échange si vous avez des retours sur ce qu'on a dit, si vous avez des réactions, des choses que vous souhaitez partager à l'ensemble des partenaires, ou si vous avez des questions par rapport à ces éléments, n'hésitez pas. Voilà, la parole vous est ouverte. Et si vous souhaitez le faire par écrit, n'hésitez pas également. Oui, effectivement, j'ai été un peu plus long, mais comme il y a eu des temps d'échange un peu au fil de l'eau aussi, c'était intéressant. En tout cas, on reste bien sûr quelques minutes si vous souhaitez partager des éléments ou poser des questions spécifiques. N'hésitez pas. Et on espère que ça vous a été bénéfique. Donc, c'était effectivement le premier webinaire de la liste. Donc, on va se retrouver toutes les 2 semaines pour cette série de webinaires. Peut-être Jean-Alexis, peut-être met la slide avec nos contacts, si jamais des personnes du coup souhaitent creuser la question ou échanger de façon bilatérale. Voilà, on a préparé une slide avec nos adresses mail et également nos numéros de téléphone. Ne surtout pas hésiter à le noter. Et de toute façon, vous aurez effectivement de toute façon la slide après coup, hein. Donc, merci Jean-Alexis. Ouais. Alors, il y a une question de Camille concernant les organismes de formation, de financement de ce projet. Doit-on les identifier dans la cartographie? Alors, ils sont bien à associer, je pense, dans le diagnostic. Après, est-ce que, enfin, ça dépend de si ce sont des organismes qui vont être en mesure d'accompagner des publics. Voilà, en fait, ce que vous allez mettre dans la cartographie, c'est plutôt les structures qui accompagnent des publics voilà, donc si ça dépend un peu de s'ils le font ou pas, quoi. Après, là, je peux me permettre de rebondir là-dessus. Si c'est par exemple des collectivités et donc vous savez qu'ils peuvent proposer des subventions pour des organismes locaux, là par contre, dans le cadre de l'échange d'infos entre partenaires, ça peut peut-être valoir le coup. Alors bien sûr, avec une mention spécifique, mais par exemple, je prends un exemple, si quelques petites assos très locales se demandent un peu où chercher ce genre de financement, ça peut être intéressant de peut-être de créer sur la cartographie un item personne à aller contacter pour rechercher de la subvention. Tout dépend en fait, je dirais, de l'objectif principal de cette carte. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ça peut être intéressant de le mettre, financeur potentiel d'actions d'inclusion numérique. Mm. Pour venir à la question de Picpus, bien sûr, le diaporama sera transmis à la suite du webinaire. Mm. Voilà, donc c'était la première brique. Aujourd'hui, on espère qu'en tout cas, les objectifs d'un diagnostic, les étapes et voilà, quelques outils et bonnes pratiques pour le réaliser voilà, que ça a été bien clair. Et donc, jeudi, dans 2 semaines, on se retrouve pour euh, la structuration d'une feuille de route et pourquoi la co-construire, cette feuille de route avec les acteurs locaux et aussi en quoi c'est important d'animer un réseau d'acteurs ou quelles sont les bonnes pratiques pour le faire. Euh, et tout au long du projet d'inclusion numérique, ça sera le dernier webinaire. En quoi mesurer l'impact d'un projet d'inclusion numérique et suivre des indicateurs clairs permettent de valoriser le projet et notamment de faire en sorte que le projet réponde bien aux besoins aussi locaux. Merci à toutes et à tous. Merci à tous. Je vais arrêter le
l'enregistrement.